Je suis Marie-Line Molinet, conseillère déléguée à la biodiversité pour la ville de Metz. Donc, je travaille avec René Darbois, Marianne Isler-Béguin pour la thématique du développement durable. Et nous avons chaque année des conférences ici au Récollet, chaque automne. Donc, cette année, nous avons des conférences spécialisées sur la nature en ville. Voilà. Et je vais vous les présenter, et vous présenter en premier lieu Monsieur Marc Barra, qui vient de Nature Paris, donc de Paris en fait, et qui a en plus découvert la ville aujourd'hui et qui trouve que la ville est magnifique. Donc voilà, c'est déjà un rayon de soleil pour nous d'entendre ce genre de choses. Voilà, il va animer donc la première conférence intitulée « Vous avez dit nature en ville ». Et l'intitulé de la conférence, en fait, il dit bien ce qui va être développé ici, c'est-à-dire des exemples réussis de renaturation de villes, mais dans des villes totalement sur l'ensemble de la France, mais sans avoir pris l'exemple de Metz, justement, pour nous faire découvrir d'autres possibilités que ce que nous avons fait jusqu'ici. Voilà. Alors ici, vous le savez bien, nous avons eu quand même de grosses opérations, comme la renaturation de la Seigne, qui a été vraiment quelque chose de très important pour la biodiversité, pour restaurer une faune et une flore de qualité, une qualité d'eau aussi. Et par ailleurs, nous avons des jardins partagés, nous avons des jardins collectifs, toutes sortes d'opérations concernant la nature en ville. Nous venons également de signer une étude avec le CEREMA et avec Metz Métropole sur les services écosystémiques rendus par les arbres dans la ville. C'est une étude qui va se dérouler durant 1 an. Et c'est une étude particulièrement novatrice parce qu'elle va mêler toutes les données, elle va faire le point sur les arbres qui peuvent, par exemple, améliorer la qualité de l'air, absorber les particules fines, les oxydes d'azote. Quels sont les arbres qui vont corriger les cycles de chaleur? Quels sont ceux qui vont améliorer la biodiversité? Et également la prise en compte de la santé, du paysage, donc toutes ces données vont être croisées. Voilà. Donc sur Metz, nous sommes effectivement aussi à la pointe dans ce domaine. Mais ce sont d'autres exemples qui seront pris qui sont très intéressants. Alors la conférence qui aura lieu mardi 17 octobre concerne l'agriculture urbaine. Vous aurez un spécialiste de la permaculture, Vincent Ollery, un spécialiste de l'agroforesterie, Jacques de Temple. Jacques de Temple est le directeur de l'association Evite d'Alsace, qui est une association qui procède à une conservation de toutes les graines sauvages que l'on peut trouver dans des milieux non pollués. Donc des graines de très haute qualité, aussi bien pour les prairies, les arbustes, les arbres. En fait, il fait ce que fait Cocopelli, mais pour ce qui est sauvage. Voilà. Donc c'est une association qui est très intéressante et Jacques de Temple a été aussi, il a eu un agrément de la région Grand Est pour conseiller les agriculteurs et les collectivités territoriales qui veulent se tourner vers l'agroforesterie. Et vous aurez Mathieu Paquin qui va faire un petit peu la... Pardon, excusez-moi, Maxime Paquin, qui va faire un petit peu la liaison entre ces deux nouvelles conceptions de l'agriculture, en nous parlant de la trame verte et bleue, en nous expliquant comment ces nouvelles formes d'agriculture sont intéressantes pour s'intégrer dans une trame verte en ville. Voilà. Mardi 24 octobre, vous aurez la nature en ville, exemples et propositions concrètes. Donc, c'est Anne-Hélène Despois, directrice de l'Institut européen d'écologie, qui nous accueille ici d'ailleurs, au Grand Grenier des Récollets, qui va peut-être dire quelques mots. Je te passe la parole pour nous expliquer qui va venir. Je veux bien. Donc, bonsoir à tous. Donc, en fait, on va avoir 2 exemples. Comment en fait le monde économique s'associe au périurbain
pour limiter l'impact des crues éclairs ou l'impact en fait de ce qu'on va appeler le travail sur les zones brunes ou marron qui font le lien entre les zones vertes et bleues. Et donc pour cela, nous aurons deux intervenants. Un enseignant-chercheur qui fait partie donc, de Paris-Créteil et qui travaille sur ces sujets-là, qui va montrer en fait un projet de transformation de friches en jardin urbain en intégrant en fait cette problématique. Donc c'est Mathias Bragard. Et un autre intervenant, donc Pascal Tanner, qui va nous évoquer le travail qui est fait en concertation avec les industriels sur les renaturalisations des gravières. Et comme quoi, quand on retravaille sur ce plan-là, en concertation avec les industriels, on arrive à réintroduire ce qu'on appelle le bruit de fond, c'est-à-dire toute la petite faune et flore qui nous est tellement indispensable. Et je voudrais aussi, puisque vous adorez cette ville de Metz, cher monsieur, qu'on ait une pensée toute particulière pour Roger Klein, qui nous a quittés il y a très peu de temps, qui est vraiment le fondateur de l'écologie urbaine. Ça existait un peu avant, mais vraiment, voilà. Et au besoin, on pourra en reparler, mais voilà, qui a fait des choses magnifiques. Merci. Voilà, alors on arrive à la conférence du 8 novembre. Attention, c'est un mercredi et non pas un mardi, pour la simple raison que le mardi, nous accueillons un intervenant aussi qui est très intéressant. C'est Jean-Michel Herbillon, qui nous parlera d'autonomie alimentaire, donc non pas ici, mais à l'Hôtel de Ville. Oui, puisque c'est une grande conférence sur le démarrage du principe de toutes les villes et villages en transition. Voilà, donc le mardi sera consacré à cette conférence et je vous invite à prendre du temps et à venir voir évidemment les deux conférences, parce que le mercredi 8 novembre, il s'agira justement de vous présenter ces services écosystémiques rendus par les arbres, étudiés par le CEREMA, et ce sera le chef de projet du CEREMA, Luc Chrétien, qui va venir vous expliquer toute cette étude et tout l'intérêt que nous avons à vivre avec des arbres en ville et avec des arbustes aussi, bien évidemment. Alors, je vous donne juste un exemple. Vous savez tous qu'on a une baisse de la biodiversité commune au niveau des oiseaux. Ça, c'est très connu, hein. Tout le monde est conscient, tout le monde a été sensibilisé à ça. On est beaucoup moins sensibilisé à la disparition des abeilles sauvages. Or, il y a toute une problématique actuellement, mais qui est mal connue. Il y a un chercheur qui travaille à Avignon sur le sujet, de l'INRA. Il y a une association qui s'appelle Urban Bees qui met en garde sur ces problématiques qu'on avait accueillies il y a 3 ans ici au Récollet pour une conférence. La prolifération des abeilles domestiques qui, elles, ne pollinisent pas, met en danger les abeilles sauvages parce qu'elles ne trouvent plus de nourriture. Les abeilles domestiques prennent la nourriture des abeilles sauvages et une abeille sauvage ne peut se déplacer qu'à 300 mètres, dans un rayon de 300 mètres. Donc voilà, il faut trouver un équilibre entre biodiversité cultivée et biodiversité sauvage. Il ne s'agit pas de dire qu'on ne peut plus faire de miel, c'est pas ça la question, mais simplement il ne faut pas dépasser un certain nombre de ruches au kilomètre carré. Il faut simplement trouver les équilibres pour que tout le monde puisse vivre, voilà, dans une ville. Donc il est question de tout cela lorsqu'on parle d'arbres et d'arbustes en fait, hein. Et sinon, bah, écoutez, la dernière conférence organisée par l'association Mirabel, dont le représentant est ici, Claude Bertsch, et je salue sa présence. Donc Mirabel organise ses conférences avec nous, Ville de Metz. Donc la dernière conférence organisée dans ce cadre-là, c'est Francis Allais, qui est un très grand botaniste, dont vous connaissez sans doute les ouvrages, un grand dessinateur et un grand scientifique. Qui est très connu et qui va nous indiquer comment on a fait des recherches extraordinaires sur les arbres qui vont changer complètement notre vision des arbres. On sait maintenant que les arbres et les arbustes communiquent entre eux. Il va vous expliquer comment. On sait qu'un arbre, ce n'est pas un individu tout seul, isolé, c'est un collectif. Et on a des preuves que certains arbres très âgés vont donner de la nourriture à des plus petits qui sont à quelques mètres d'eux. Donc il y a un altruisme des arbres. Si vous ne trouvez pas ça extraordinaire, moi vraiment je suis estomaquée par ces nouvelles découvertes.
Et je pense que ces nouvelles découvertes nous feront appréhender la nature différemment, j'en suis persuadée. Voilà, donc je vous invite à venir le 14 novembre. Et uniquement par la ville de Metz, il y a une 6e conférence le 21 novembre que je vous invite à venir voir également parce qu'il s'agit de la problématique de la défense du renard roux. Et vous aurez un très beau film qui sera projeté ici par un naturaliste vidéaste passionné, Franck Vignin. Et il va animer une conférence après ce film. Il est le fondateur d'un collectif de défense du renard dans notre région Est. Voilà. Écoutez, je vous remercie. Je vais laisser la place à Marc Barra. Juste un petit mot. C'est une première aussi parce que nous avons réussi pour cette année, je vous l'avais déjà promis l'année dernière, on n'avait pas réussi à le faire. Nous avons réussi cette année à filmer des conférences. Et cela signifie que, tout simplement, l'information que nous arrivons à réunir ici, dans ces conférences, eh bien, elle va être à disposition du public dans un an. Dans un an, vous pourrez cliquer sur Internet et revoir les conférences, ou bien une personne qui n'aura pas pu venir, qui pour des questions d'accessibilité ne peut pas se déplacer, aura aussi accès à ces conférences, et je trouve que c'est très important pour la circulation des informations. Voilà, je vous remercie et je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Ça fait plaisir de voir des gens passionnés au sein des villes, ça part de là pour les questions de nature en ville. Merci à l'association Mirabel de m'avoir invité, à la ville de Metz également, je suis ravi d'être ici. Donc effectivement, c'est la première fois que je viens à Metz, et donc j'avais un peu honte. En fait, je me suis dit quand même, pour une ville aussi connue pour des gens pionniers en matière d'écologie urbaine, pour ses actions en matière de nature en ville, c'est un peu craignos de jamais avoir visité Metz. Mais bon, c'est chose faite. Comme je me suis perdu entre la gare et l'hôtel, ben, en fait, j'ai fait tout le tour de la ville. Et j'ai pu apprécier les nombreuses actions. Donc on va parler effectivement aujourd'hui, pour cette première conférence de nature en ville. L'idée pour moi c'était déjà de revoir ensemble pourquoi on en est venu à parler de nature en ville aujourd'hui, pourquoi on s'intéresse à cette discipline finalement assez neuve qui est l'écologie urbaine, et que les écologues ont longtemps été très souvent dans les milieux naturels, et aujourd'hui ils investissent la ville. Pourquoi? Il y a de nombreuses raisons à ça. Et puis ensuite, des exemples. Essayer de vous donner envie, ou peut-être de susciter le débat, parce que on n'a pas réponse à toutes les questions aujourd'hui. Effectivement, les ruches, c'est peut-être le meilleur exemple. Il y a 10 ans, on a organisé des conférences sur la nature en ville, où le message clé, c'était installer des ruches sur les toits, parce que vous faites du miel et vous accélérez la pollinisation. Et aujourd'hui, avec les travaux de la recherche et des naturalistes, c'est un peu le contraire qu'on dit, c'est mettez pas trop de ruches, parce qu'il y a tout un cortège de pollinisateurs sauvages qui ont besoin de leur habitat, et qui sont tout aussi essentiels pour la pollinisation. Donc des messages clés. Alors la ville, effectivement, pour nous, écologues, c'est un tout nouvel écosystème qui diffère des écosystèmes naturels et qui est assez complexe. Et pourquoi on en est venu finalement au fil des années à parler d'écologie urbaine? Et bien parce qu'on est de plus en plus nombreux à vivre au sein des villes. Et c'est pour ça qu'on s'y intéresse de plus en plus. Alors, les villes croquent la campagne, croquent les forêts, croquent les milieux agricoles, mais nous on vit dedans, donc ça nous concerne directement. Et l'écologie urbaine est aussi une écologie de la société, de la santé, du cadre de vie. Quelques chiffres ici, mais on est dans le monde 50% d'urbains, 75% en Europe, donc c'est assez impressionnant. On est de moins en moins ruraux, finalement. Et puis les tendances sont à la hausse, puisqu'on prévoit que 59% de la population mondiale sera urbaine en 2030. Donc ça nous concerne directement. D'autres chiffres en lien justement avec l'artificialisation. Les villes progressent. Alors on dit en France que les villes croquent un département tous les 7 ans. C'est des chiffres, bon, c'est difficile à se matérialiser. Ça veut dire quel département? Tous les départements ont des tailles différentes. C'est à peu près la taille du département du Languedoc, qui est une taille moyenne en France. Et 4 millions d'hectares sont artificialisés en France, soit 9% du territoire. C'est assez considérable. Donc artificialisé, ça veut dire sous la pression du milieu urbain, en tout cas urbanisé, des sols imperméabilisés, voire des sols transformés de milieux naturels en milieux urbains, y compris les espaces verts sont une forme d'artificialisation. Il y a un ralentissement depuis 2010, en tout cas entre 2010 et 2012, mais l'évolution est toujours de 1,64% par an. Donc on continue à urbaniser avec des tendances différentes
de région en région. D'autres chiffres qui nous permettent de nous rendre compte du contexte. On est dans le top 10 des pays les plus imperméabilisés. Donc là, c'est quand les sols sont complètement bétonnés, recouverts, asphaltés, et donc qui n'assurent plus aucune fonction. On est dans le top 10 en Europe, suite à ce rapport de la Commission européenne. Et les évolutions sont assez parlantes. Alors je vous ai mis deux graphiques, 1936-1996. J'ai pas encore celui des plus récents des années 2016, mais l'évolution est à la hausse, et souvent dans les mêmes endroits. Donc les régions Île-de-France, Nord-Pas-de-Calais, Alsace, PACA, effectivement, sont celles qui subissent le plus l'artificialisation. Et la recrudescence des inondations dans certaines de ces régions est une conséquence de l'artificialisation. Autre effet sur la biodiversité que vous connaissez sans doute, c'est la fragmentation du territoire par les infrastructures et par les villes. J'ai trouvé ce schéma-là récemment, qui m'a donné une information que je ne connaissais absolument pas, enfin dont je ne me doutais pas. Ici vous avez les réseaux ferrés, donc pas les routes, hein, les réseaux ferrés qui sont comparés entre les années 1910-1930 et les années 2008-2014. Et donc vous voyez qu'en fait on avait beaucoup plus de réseaux ferrés au début du siècle qu'on en a aujourd'hui. Mais les réseaux qu'on a aujourd'hui sont beaucoup plus larges et volumineux, et donc beaucoup plus fragmentants pour la faune et la flore, qui ne peuvent pas se déplacer. Évidemment, une ligne TGV à grande vitesse, qui a une emprise de plus de 15 mètres, est une barrière absolument infranchissable pour la faune, là où le réseau secondaire était perméable à la plupart des espèces. Si vous prenez une ligne régionale entre, je ne sais pas moi, Blois et Tours, par exemple, la plupart du temps, il n'y a pas de barrière, et la faune peut passer, les chevreuils peuvent passer, etc. Donc on a réduit le nombre d'infrastructures, mais on a augmenté la fragmentation du paysage. Et des enjeux qui sont, alors on parle de biodiversité aujourd'hui, mais évidemment des enjeux qui sont interconnectés à l'échelle de la planète, le changement climatique, perte de biodiversité avec, vous l'avez dit, notamment la perte des oiseaux communs, dont on parle beaucoup parce que les ornithologues sont très présents, mais effectivement l'indicateur de chute des oiseaux est assez significatif. Le changement climatique, l'extraction des ressources, les pollutions diverses et l'augmentation de la population mondiale, tout ça, c'est des enjeux auxquels il nous faut répondre aujourd'hui de manière intégrée. Et c'est vrai que dans les services, que ce soit dans les villes ou dans les entreprises, il y a encore un service climat, air, énergie, un service biodiversité, un service eau, alors que finalement ce sont des enjeux transversaux. Ce graphique sur l'évolution de la population mondiale est assez parlant. Jusqu'en 1500, on était à peu près le même nombre sur Terre, et depuis 1500, fin du Moyen-Âge, exponentiel, augmente. Donc les statistiques aujourd'hui s'accordent par contre pour dire qu'on tend vers un plateau, avec un pic à 9 milliards d'habitants, sur la plupart des scénarios d'évolution de la population mondiale, et une stabilisation du fait de la baisse de fécondité de la plupart des pays. Et si on revient à notre biodiversité, on a parlé de plusieurs sources d'impact, et ce qui se passe en ville, enfin en tout cas d'après des chercheurs, et nous c'est ce qu'on observe, nos naturalistes, c'est ce qu'ils observent en Île-de-France, c'est qu'il n'y a pas finalement un impact qui est plus important que d'autres sur les espèces, mais c'est la combinaison de l'ensemble de ces impacts qui crée ce qu'on peut appeler un filtre, en fait, et qui réduit le potentiel d'adaptation et les niches écologiques de la plupart des espèces en ville. Et c'est pour ça qu'on voit toujours les mêmes espèces super adaptatives, les pigeons, les rats, etc. Et d'autres, alors ne sont pas toutes indésirables ou indésirées, en tout cas, mais celles qui résistent le mieux aux pollutions, à l'îlot de chaleur, à la fragmentation, à la réduction des surfaces, mais celles qui vont se perpétuer en ville. Donc on parle en biologie d'homogénéisation biotique du vivant. Si on revient sur nos oiseaux, juste pour vous donner des chiffres, effectivement, ce sont des chiffres pour l'Île-de-France, mais les tendances s'observent aussi dans d'autres régions. Ici, on a depuis 10 ans recueilli des données sur les oiseaux communs en Île-de-France, et vous voyez qu'on a perdu 23% des oiseaux en milieu urbain, en termes d'abondance et de richesse. Donc on est sur des tendances assez fortes de réduction qui diffèrent en fonction des espèces. Ici,
j'ai mis 2 espèces qui ont été des indicateurs qui ont été calculés par mes collègues, et vous avez par exemple l'hirondelle de fenêtre qui elle connaît une chute de 64% en abondance en région Île-de-France, donc c'est assez impressionnant. Une des hypothèses les plus plausibles, alors il y a les sources de nourriture, mais il y a aussi la question de l'architecture. Et on le verra après, le fait aujourd'hui d'avoir des bâtiments neufs, tout lisses, tout vitrés, tout d'acier, dans lesquels il n'y a plus aucun espace pour nicher, ou plus aucune infractuosité, eh bien, crée un environnement complètement hostile à ce type d'espèce. Donc l'architecture est en question ici. Quand on va parler de solutions, on va voir que on peut changer les choses. D'autres espèces comme le moineau qui disparaît aussi, ça c'est une tendance européenne, vous l'avez peut-être remarqué, dans les cafés, les brasseries, il y a de moins en moins de moineaux qui viennent picorer dans les assiettes. Des explications multiples et sûrement multifactorielles comme la ressource alimentaire, les ondes électromagnétiques, le fait qu'ils se nourrissent aussi comme nous, trop gras, trop salé, trop sucré. Et donc il y a des phénomènes d'obésité chez le moineau et une difficulté à se reproduire derrière. Et donc un ensemble de facteurs qui font qu'on perd cette biodiversité. Il y a des messages positifs aussi qu'on récupère avec nos indicateurs. Ici, ça concerne la flore spontanée dans les villes. Donc la flore urbaine, on dit des interstices urbains, c'est-à-dire au bord des routes, des voies ferrées, des zones bâties. Et vous avez ici une augmentation de 92% de la richesse en flore spontanée en 7 ans, en Île-de-France. C'est assez impressionnant. Et je vous ai mis à côté la cartographie de l'usage des pesticides, des produits phytosanitaires par les communes franciliennes. Vous avez en vert celles qui n'en utilisent plus du tout, comme Metz d'ailleurs, et celles qui en utilisent encore. Et donc il y a des différences significatives entre les villes qu'on n'arrive pas à exprimer dans les indicateurs. Mais une des réponses à cette augmentation impressionnante de la flore en ville, c'est le fait que les villes arrêtent d'utiliser des produits, simplement. Donc on change de manière de gérer, et puis on accepte mieux aussi la flore spontanée dans les villes. Et donc tout de suite, ça change les choses. Moi le message là derrière c'est quoi? C'est la réversibilité de la nature. C'est que les choses ne sont pas tout le temps immuables et irréversibles. En changeant les pratiques, notamment en ville, on peut changer les choses et faire revenir de la nature. Voilà, accepter la flore spontanée, c'est accepter ce type de milieu. Donc, je n'ai pas mis de photos de Metz, évidemment, puisque je n'étais jamais venu. Mais vous aurez d'autres conférences qui vous en montreront des belles. Mais ici, dans d'autres villes comme Strasbourg, Orléans, Versailles, vous avez ces types de paysages qu'on ne voyait pas il y a 10 ans. C'était inconcevable d'avoir des mauvaises herbes, entre guillemets, qui poussent partout. Et aujourd'hui, les regards changent et on accepte. Enfin, dans des villes comme Versailles, vous imaginez, Versailles, la ville des rois, toute propre, toute hygiénique et tout, on a ça, quoi. Donc l'écologie urbaine, c'est aussi l'acceptation par la société d'un paysage qui change. Les changements climatiques qui viennent s'ajouter à ça et qui ont des effets directs sur la biodiversité et qu'on subit, nous, en ville. Alors, c'est quoi les changements climatiques en ville? En gros, c'est plus de flotte ou de manière plus importante par intermittence, plus de chaleur lors des périodes de canicule, l'arrivée d'espèces potentiellement exogènes, invasives ou non d'ailleurs, désirées ou non. Et bien on verra que d'une part les changements climatiques affectent la biodiversité, mais il y a aussi un effet retour, c'est qu'on peut utiliser la nature en ville pour réduire les effets du changement climatique et s'adapter. Et ça, c'est la partie intéressante. Et à droite, vous avez un graphique qui est assez parlant sur les mesures de température depuis le centre-ville dense, sans nature, jusqu'à la périphérie, où on a de plus en plus d'espaces verts. Alors c'est aux États-Unis, les villes sont faites un peu différemment, mais on observe les mêmes tendances en France, où au plus on va vers la périphérie, au plus on a de verdure, au moins il fait chaud. Le jour comme la nuit. C'est assez efficace. Et en plus c'est gratuit. Vous avez même, là où les deux courbes se rejoignent, à gauche, c'est une mare, ponde. C'est une mare, effectivement, ce qui montre que la présence de l'eau en ville, associée à la végétation, a aussi un effet tampon. C'est-à-dire qu'elle régule les écarts de température. Et donc, l'eau, de toute façon, est indissociable de la question du végétal, de celle des sols également. Donc, tout ça est à prendre en compte ensemble. Et on parle de plus en plus, alors ville-nature, moi j'entends ville-éponge, aujourd'hui, y compris dans des projets de recherche, où on essaie de reconstituer des villes éponges, c'est-à-dire, pour lutter contre les effets du changement climatique, de faire en sorte que les eaux s'infiltrent directement dans les sols
qui joue déjà ce rôle-là, et qu'aujourd'hui on a remplacé par tout un tas d'infrastructures assez coûteuses. Et donc on fait un peu chemin arrière dans de nombreuses villes. On va désimperméabiliser les sols, voire les préserver, ce qui est mieux en amont des projets, par tout un tas d'aménagements. Alors ici j'ai mis quelques exemples, mais il y en a plein d'autres. Par exemple de noues végétalisées, donc ces formes de fossés, de petits fossés qui récupèrent les eaux de pluie et qui les infiltrent dans les sols. Au milieu, en haut, pareil à Lille, un écoquartier avec des grandes noues qui permettent de récupérer les eaux de pluie, des bâtiments sur pilotis, comme à Colombes ici, des zones de récupération des eaux pluviales ou de phytoépuration, c'est-à-dire de récupération des eaux usées, qui font aussi office de réceptacle, et de zones tampons, et tout un tas de choses qui nous permettent aujourd'hui de mieux gérer l'eau en ville par la nature. Là aussi, les images parlent d'elles-mêmes, il me semble. On parlait de chaleur, eh bien vous avez la photographie d'un toit à Chicago. Donc on est en plein été, au mois d'août, il fait chaud, et vous avez des images thermiques en fait qui montrent la différence entre la partie du toit qui est végétalisée et celle qui ne l'est pas. Et donc là aussi, si vous arrivez à lire, on passe de 23 degrés à 66 degrés. C'est assez impressionnant. Et ça, c'est dû à la végétation, au fait qu'elle a un pouvoir réfléchissant différent d'autres matériaux, et au fait que la végétation respire, évapotranspire, et rafraîchit aussi l'air urbain. Et donc, grâce à la nature, on peut réduire l'effet des températures en ville. Alors, on peut le faire autrement, en changeant de couleur de matériaux, notamment. C'est ce qu'ils ont fait à New York, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Cool Roof. J'ai vu ça aussi à Los Angeles, où ils se mettent à peindre des rues en blanc. Bon, ça marche aussi, en fait, ça marche surtout pour augmenter l'albédo, comme au ski, les rayons sont renvoyés du soleil, et réduire la consommation des bâtiments. Seulement, là où on a le même effet que la nature, pour la peinture blanche, ça apporte une seule réponse, finalement, à un problème qui est multiple. Tandis que la végétation, elle apporte plusieurs réponses. Ça va réduire la chaleur, ça va stocker plus d'eau sur les bâtiments, ça va créer de nouveaux habitats pour tout un tas d'espèces, pour les pollinisateurs sauvages par exemple, peut-être être une trame pour le déplacement d'autres, etc. Et les solutions naturelles sont bien souvent plus multifonctionnelles que les solutions techniques. Et en plus, ce que j'ai essayé de demander aux porteurs de projets de peinture, et ils ne m'ont pas répondu, c'était d'avoir le bilan carbone de l'ensemble de la peinture blanche utilisée pour peindre ses toits et ses routes. Parce que si on se met à produire des tonnes et des tonnes de peinture blanche, on s'y retrouve peut-être pas niveau CO2. Bon. Voilà. Ville rafraîchissante, ville éponge, ville plus saine aussi, et ça c'est des thématiques qui sont quand même de mieux en mieux connues des scientifiques et des citadins, le fait que la nature nous est utile pour des questions de santé et de cadre de vie. Alors, santé physiologique, évidemment, les arbres produisent de l'oxygène, filtrent des particules, interceptent certains types d'insectes, créent de la compétition, etc. Et santé psychologique également, le fait que la présence de nature à proximité, se balader dans un parc, avoir une vue sur un espace vert est bénéfique pour la plupart des humains, réduit le stress. Donc si vous deviez retenir une publication, je conseillerais celle-là, de Plantécité, qui s'appelle « Les bienfaits du végétal en ville ». Et ils ont compilé toutes les recherches qui mentionnent l'intérêt d'utiliser le végétal en milieu urbain pour réduire un certain nombre de problèmes liés à la santé et au cadre de vie. Et c'est hyper intéressant. Et vous avez, enfin, le lierre, les plantes grimpantes, l'espèce comme le lierre, elle absorbe des particules fines, et souvent les plus fines, 2,5 microns, 1 micron, qui sont celles qui sont les plus nocives pour nous lors des épisodes de pollution. Alors elle ne les élimine pas, mais elle les stocke, et elle les regroupe, et c'est déjà utile. Excusez-moi, elle les absorbe comment? Au niveau des feuilles, le mucilage qu'on a au niveau des feuilles et la filtration dans certaines cellules au niveau des feuilles stocke finalement le polluant, le récupère. C'est un peu comme les feuilles de tilleul qui collent en été et qui ont des particules de suie ou des particules fines sur eux. Voilà, c'est un phénomène d'accumulation sur le végétal. Alors après, ça peut ruisseler avec la pluie, c'est jamais transformé. Voilà. Mais ça reste en surface ou ça rentre dans le végétal? Je ne saurais pas le dire exactement. Il me semble que ça reste en surface. Peut-être que d'autres ont la réponse. Je pense que Luc Chrétien pourra vous répondre dans sa conférence sur les services écosystémiques. Je pense que Luc pourra vous répondre. Certainement. Et ça dépend aussi des espèces. Certaines stockent.
certaines accumulent en surface, d'autres au niveau des feuilles, d'autres au niveau des racines, ça dépend. Donc l'intérêt du végétal, alors là juste rapidement, c'est qu'il y a aussi des notions montantes qui apparaissent comme ça, comme la biophilie, le fait d'intégrer le végétal, notamment dans les bâtiments, dans les espaces de vie, et donc des concepts qui sont aussi pris de plus en plus par les employeurs, par les entreprises, pour renforcer la nature dans la ville. Voilà, j'aime bien ce dessin, alors je l'ai mis. Et qui résume un peu, quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ben ça résume tout. C'est en espagnol, mais vous allez vite comprendre. C'est ma nouvelle invention. Il absorbe du dioxyde de carbone, il produit de l'oxygène, il prévient l'érosion des sols, il retient de l'eau, il héberge les oiseaux et les insectes, il fait de l'ombre et il fonctionne à l'énergie solaire. Donc c'est un arbre, un clin d'œil à Francis Allais. On n'a rien inventé, les arbres font déjà tout le travail pour nous. Donc préservons-les, replantons-en. En tout cas, la nature, c'est aussi cette notion de service écosystémique, elle vient de là. Elle vient du fait que la nature apporte des services gratuits, qu'aujourd'hui on a remplacé par des infrastructures non seulement coûteuses, et qui en plus il faut entretenir de manière un peu plus lourde. Alors c'est aussi des nuisances, la nature en ville, et ça pose question, hein, parfois. C'est vrai que nous on a tendance à avoir un discours ultra positif sur remettre de la nature en ville, c'est bien, ça va être super. Il y a aussi des nuisances, il faut apprendre à les gérer. Je pars du principe que les nuisances sont peut-être moins importantes que l'ensemble des bénéfices qu'on peut en tirer. Mais en tout cas, c'est des choses qui reviennent. Et alors, j'ai un peu compilé au fil de nos interventions et des formations les retours des gens à propos de la nature en ville. Et donc, on entend voilà, systématiquement, le lierre c'est bien beau, mais ça abîme les murs. C'est faux. Par exemple, voilà. Alors, des fois, j'entends au fond de la salle crier « Oui, c'est vrai !» Donc, il y a plusieurs situations. Et moi j'ai tendance à être d'accord avec vous, si le mur est bien fait au départ, s'il n'y a pas de trou, parce que le lierre il fonctionne par crampons, donc il vient se fixer, éventuellement laisser des traces de ces crampons, mais il ne vient pas créer de fissures s'il n'y en a pas au départ. Donc effectivement, quand les murs sont bien faits, puis on a des retours d'expérience d'années de lierre sur les murs qui tiennent très bien. Mais il faut refaire les façades, généralement, c'est ce que les gens disent. Donc oui. Juste pour dire, moi ma maison, tout mon mur couvert de lierre, et au contraire ça le protège notamment l'hiver du froid. Le lierre fleurit, j'ai plein d'abeilles, tous les moineaux du quartier viennent se réfugier à l'intérieur de mon lierre, et en fin de compte c'est magnifique et ça donne une façade d'une manière générale bien plus jolie que les façades peintes et plus agréable. Bien sûr, oui, oui. Et voilà, mais il faut savoir qu'il y a des gens qui sont réticents par rapport à ça. Et donc on essaie de les convaincre aussi. Et à ce propos, le lierre est fleuri aussi en septembre, là où toutes les autres espèces ont arrêté de fleurir. Et donc pour les pollinisateurs, c'est du gîte et du couvert en plus. Alors ça, je ne veux pas d'araignées et d'insectes dans ma maison. Ça, je l'entends souvent aussi. Ce qui me paraît tout à fait cohérent. Parfois, on n'est pas obligé d'aimer les araignées ou les insectes dans nos maisons. Et puis là, on est finalement dans un problème plus éthique, de relation à la nature, que de problèmes techniques insolubles, finalement. Voilà, mais l'acceptation d'un certain type de faune peut être un frein au développement de la nature en ville. Alors, il faut expliquer que les insectes pollinisent, les insectes sont utiles, etc. Et que les accueillir, c'est pas, et puis qu'on ne sera pas mangé par les araignées. On organise aussi des formations avec une spécialiste du muséum sur les araignées, et elle déconstruit toutes les idées reçues sur les araignées qui rentreraient dans la bouche la nuit, etc. Voilà, toutes ces idées reçues qu'on a. D'autres espèces, hein, les rats, les pigeons, les moustiques, ça revient toujours. Remettre de l'eau dans la ville, ça va être plus de moustiques. Oui, mais d'autres chercheurs vous disent si on remet de l'eau et qu'on remet les prédateurs avec, eh bien les moustiques sont régulés, etc. Donc aussi cette notion de fonctionnement écologique derrière qu'il faut garder en tête. Vos solutions nature ne sont pas adaptées à l'accessibilité handicapée, je l'ai entendu pas mal de fois. Effectivement, et là, il y a effectivement sur des projets où on nous dit, vous les écologues, c'est bien beau de mettre votre verdure sur le bord des bâtiments, mais nous, il nous faut 1,80 m pour laisser passer les personnes à mobilité réduite, etc. Oui, tout à fait. Et puis en fait, on se rend compte que quand on prend le temps de faire une réunion ensemble, eh bien, on trouve des solutions très facilement. Et que là, on est justement dans le domaine du technique, où il existe des solutions à tous ces problèmes-là.
Il suffit juste de décaler le passage enherbé ou de décaler l'accès aux personnes. Celle-là, je l'ai lu 2 fois. Les pavés enherbés, c'est pas bon pour les talons aiguilles. Elle me fait rire aussi, c'est vrai, parce qu'on conseille pour les espaces de déplacement, de cheminement, des dalles enherbées ou des pavés pour garder un sol perméable, pour remplacer le bitume. Et effectivement, j'ai eu ces réflexions-là. Alors c'est plus pour le fun que je la mets, mais là aussi on est dans le domaine du technique finalement. Soit il faut changer de chaussures, soit il faut marcher sur les pavés et pas entre. Et voilà le type de remarques qu'on peut avoir. La végétalisation risque d'endommager l'étanchéité, etc. Un peu dans le même problème que les plantes grimpantes. Et donc des solutions techniques qui existent, d'autres solutions plus culturelles et relatives à notre rapport à la nature. Alors sur les pigeons, ça fait beaucoup parler, les pigeons en ville. Il y a même une discipline de l'écologie qui s'appelle l'écologie de la réconciliation, sur notre rapport aux autres êtres vivants. Et le pigeon est un des modèles phares de cette écologie-là, parce qu'il y a ceux qui les aiment, ceux qui les détestent. On avait organisé une rencontre sur le pigeon en ville. Dans la salle, il y avait Paris-Marseille. Les amoureux des pigeons, les nourrisseurs, ceux qui donnent des graines, et puis ceux qui détestent et qui voudraient les éradiquer, quoi, les exterminer. Alors c'était assez fun de les voir s'épier sur le plateau. Effectivement, on est dans vraiment un domaine culturel qui renvoie au plus profond de nos canons et pas forcément dans des problèmes écologiques. Sur une des solutions écologiques, ici je vous montre un exemple de la ville d'Albi qui a un très gros programme en faveur de la préservation du faucon pèlerin sur ses monuments et sur son église, sur sa cathédrale ici. Et donc ils ont plusieurs couples aujourd'hui de faucons pèlerins et ils ont fait des calculs grâce à la Ligue de protection des oiseaux sur le nombre de pigeons prédatés par le faucon, puisque c'est son prédateur. Et vous avez ici voilà, les résultats sur 2011-2012. Les faucons pèlerins présents à Albi, ils bouffent en moyenne 6 pigeons par jour. C'est énorme. Donc 6 pigeons par jour, ça fait quoi? 3 x 6, 18, plus de 2500 pigeons par an. Ce qui est énorme. Et là, on a une réponse écologique à un problème, qui est le pigeon, et une solution naturelle. Donc, là aujourd'hui, ça commence à se développer dans les villes, d'essayer de trouver la solution naturelle plutôt que la solution technique d'éradication. J'entendais qu'il y avait eu des conférences sur les espèces invasives, et ce que je déplore quand on parle d'espèces invasives, c'est qu'on en vient toujours à une sémantique guerrière où il faut éradiquer, exterminer, supprimer, etc. On se rend compte que dans la plupart du temps, c'est hyper coûteux et on n'y arrive pas, parce que c'est se prendre pour Dieu que de vouloir éradiquer une espèce là où la nature est beaucoup plus forte que nous. Et qu'en fait, la solution elle est plutôt dans les solutions naturelles qui sont certes d'un peu plus long terme, mais qui sont plus efficaces. Même constat, vous êtes peut-être confronté à un problème renoué du Japon, à Metz, voilà, comme de nombreuses villes. Alors la renouée du Japon, tout a été essayé, arrachage, brûlage, recouvrir, etc. Ça coûte bonbon, on met de l'argent là-dedans et on ne le met pas ailleurs finalement, et puis ça marche pas, là aussi. Et là aussi, en faisant notre tournée des villes engagées sur ces sujets-là, on remarque que de plus en plus ce qui marche le mieux, c'est de mettre des chèvres qui pâturent la renouée du Japon. Parce que quand elle n'a pas trop poussé, les chèvres surpâturent, en viennent à bout, et la renouée ne repousse plus, en fait. Au bout d'1 an et demi, 2 ans, voire 3, plus de renouée du Japon. Encore une solution naturelle à ce type de problème. Vers une écologie urbaine, donc toutes ces solutions imaginées par les villes, on va parler un peu plus des solutions à présent. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles se déploient à toutes les échelles. Alors ça fait partie de la complexité des sujets en lien avec l'écologie urbaine, mais aussi c'est nécessaire. On ne peut pas parler de nature en ville si on a juste un seul projet au milieu d'une ville très minérale, mais évidemment ces choses-là se déploient à toutes les échelles, depuis les documents d'urbanisme, qui sont des outils, des leviers très importants pour remettre de la nature en ville, notamment ces fameuses trames vertes qui permettent aux espèces de se déplacer. Celles des quartiers, parce qu'ils s'en construisent beaucoup, ou ils s'en rénovent beaucoup, ce qui est le plus intéressant. De profiter de ces opérations de rénovation pour réouvrir les sols, pour renaturer, jusque à l'échelle du bâti, des bâtiments, et enfin
plus loin encore, de manière indirecte, de l'empreinte écologique des matériaux qu'on va choisir pour, enfin on en parlera tout à l'heure un petit peu, qu'on va choisir pour les projets d'aménagement, pour la voirie, pour la construction, etc. Parce que derrière chaque matériau, finalement, il y a une histoire. Il y a celle des ressources naturelles dont ils sont composés et des écosystèmes dans lesquels ils ont été produits. Derrière du bois, on a une forêt, forcément, et donc on peut se poser la question de cette biodiversité indirecte aussi. Et nature en ville, alors moi je pars du principe que tout est bon à prendre hein, quand on fait des projets liés à la nature en ville, que ça soit effectivement cultivé, pas cultivé, domestiqué, pas domestiqué, parce que c'est une bonne porte d'entrée. Mais après, en tant qu'écologue, ou les chercheurs aussi, sont attentifs à quelle nature voulons-nous. Et c'est le cas pour les abeilles, effectivement, de ne pas saturer l'espace urbain en abeilles domestiques, protéger les pollinisateurs sauvages. C'est pareil pour d'autres choses. Et moi, je lis encore dans des rapports de professionnels du paysage ou d'institutions liées plutôt à l'horticulture et à la nature cultivée, le fait qu'un gazon est super intéressant pour la biodiversité. Bon, quand on sait qu'il est tondu fréquemment toute l'année, qu'il est surarrosé et qu'il n'y a pas une espèce qui pousse, il n'y a qu'une seule espèce en monoculture et qu'il n'y a rien pour les pollinisateurs, on ne peut pas appeler ça la nature en ville. Voilà. Donc le distinguo aussi entre ce qui relève de la peinture verte et ce qui relève de la nature en ville. Oui. Dans le chiffre que vous donniez au début sur l'artificialisation des surfaces, est-ce que vous comptez les gazons et tout ça ou pas? C'est compter les espaces verts dans les milieux artificialisés. Ouais. Et parcelles agricoles, alors je sais plus avoir parlé de la ville, mais... Non. D'accord. Non. Est-ce que c'est artificialisé aussi? Oui. Alors le problème c'est qu'il y aurait du coup 97% du territoire qui sera artificialisé. Ça dépend de la pratique. Exactement. Mais pour l'instant, non, mais c'est tout à fait judicieux de dire ça. Et c'est une remarque qu'on fait souvent. Et dans les statistiques nationales du ministère, il n'est compté que les espaces urbains, y compris les espaces verts en milieu urbain, et pas les surfaces agricoles ni forestières, ni humides, etc. Mais on pourrait y ajouter l'agriculture intensive là-dedans. Effectivement, quand on a de la permaculture, on est moins en artificialisation que quand on a de la monoculture intensive. Là, c'est vaste sujet. Et aussi dans les projets, nous c'est vrai qu'on se balade souvent, on dit on a fait une haie arbustive, etc. Et puis on voit des monocultures de bouleaux, comme ça, qui plus est sont allergènes. Alors j'ai rien contre le bouleau, hein, mais dans l'idée de biodiversité, c'est aussi de diversifier les essences, diversifier les strates, les hauteurs, etc. Donc j'avais retenu cette phrase d'un prof qui m'avait dit une somme de plantes en bac n'est pas la biodiversité. La biodiversité résulte des interactions entre organismes et pas seulement de leur juxtaposition, ce qui était pour moi assez parlant. Voilà, le jour où on m'avait montré cette photo, je me suis dit tiens, ça ressemble à une trame verte, pour illustrer le concept de trame verte, de continuité verte au milieu du tissu urbain. Je me suis dit c'est assez parlant. Et ça, c'est le centre-ville de Berne, capitale suisse, donc ville moins dense que d'autres villes européennes, mais on est quand même en plein centre-ville, là, au sortir de la gare. Et quand on sort de la gare, on voit ça. Effectivement, c'est possible, en pleine ville, y compris dans les capitales, de conserver une forme de continuité avec tout type de strates arbustives, arborées, herbacées, y compris des vieux arbres, et de les maintenir en continuité. Le gazon à côté, c'était pas une trame verte. Des outils intéressants, alors je vais passer vite là-dessus parce que c'est plus technique, mais les collectivités le savent bien, on peut jouer sur le plan local d'urbanisme pour faire entrer la biodiversité, et notamment les trames vertes. Alors par tout un tas d'astuces, que ce soit par le zonage réglementaire évidemment, définir le foncier qui va être constructible de celui qui va être préservé. Et il y a même certaines villes qui commençaient à aller en arrière, à mettre plus d'espaces naturels et agricoles que d'espaces à urbaniser. Utiliser les OAP, les orientations d'aménagement et de programmation, qui sont soit par secteur, décider d'encourager la végétalisation sur un secteur, soit thématique. Une OAP trame verte et bleue, par exemple, va mettre l'accent sur le fait de restaurer une trame verte et bleue dans la ville. Soit les annexes et le règlement, effectivement, qui vont permettre de revégétaliser la ville. Alors, trame verte aussi, juste une anecdote, il y avait Berne, là il y a Berlin. Le schéma
et pas parlant du tout, mais c'est juste pour l'histoire, c'est qu'à Berlin, leur stratégie de définition de la trame verte était basée sur une espèce, parce qu'il faut toujours choisir des espèces cibles qui vont devoir se déplacer en milieu urbain. Ben, eux, leur espèce cible, c'était le cheval. C'est-à-dire il fallait qu'on arrive à traverser Berlin de la périphérie jusqu'au centre-ville à cheval. C'est assez génial, je trouve. Ce qui témoigne dernière de leur ambition en termes de surface et de largeur d'espace de nature pour pouvoir passer à cheval. Bon, mais Berlin, c'est une ville particulière. Si vous y avez été, on voit à Berlin des sangliers, des renards en plein centre-ville. Enfin, s'il arrivait la même chose dans certaines villes françaises, notamment je pense à Paris, je pense qu'on créerait au scandale. Donc, ici, j'imagine, il y en a sûrement. Trame verte, pour que les espèces se déplacent. Alors trame verte, c'est pas forcément juste des arbres plantés, mais c'est des dispositifs qui permettent aux espèces de se déplacer. Et ici, deux photos sympas issues de nos retours d'expérience sur la ville de Lyon et celle de la mode Servolex, en haut à droite. Des copons, ici à Écureuil, dans ce qu'on appelle des écureuils-ducs, des écuroducs, qui permettent à ces espèces de se déplacer entre deux espaces, notamment quand ils sont fragmentés par une rue. Et donc c'est simplement des cordes tendues entre deux arbres. Mais encore faut-il les mettre au bon endroit et que ça marche. Et là du coup, j'ai pas la vidéo, mais ils ont mis une caméra et ça marche. Il y a des écureuils qui se déplacent d'un bout à l'autre. À Strasbourg aussi, ils font ça avec l'écureuil roux comme espèce cible. Et c'est hyper utile, quoi, des espaces qui étaient infranchissables pour ces espèces ou qui se faisaient écraser. Rien qu'avec un truc comme ça, ça passe. Il y en a, je ne sais pas si j'ai mis la photo, mais il y a des passages à hérissons, soit sur les routes qui sont des buses de passage, soit au niveau des grillages. Ça, je l'ai vu dans plusieurs villes, et je crois que c'est FNE qui fait ça, qui fait des petites plaquettes en métal qui représentent un hérisson avec un trou à mettre dans le grillage. Et du coup, c'est tout bête, mais dans un jardin, entre deux jardins, vous avez les hérissons qui peuvent passer. Trame pour pollinisateurs sauvages, on le disait, de plus en plus de villes facilitent l'habitat des pollinisateurs sauvages, alors que ça soit du bois mort, il n'y a rien de mieux que le bois mort pour accueillir les insectes. Alors on met des hôtels à insectes parce que c'est pédagogique, parce que ça permet de faire passer un message, mais le mieux c'est de laisser du bois mort. Ça passe pas partout là aussi en termes d'éthique dans les villes, mais il y en a plusieurs qui le font. Ici c'est à Lille, où ils ont lancé un gros programme bois mort, avec des arbres sur pied ou des arbres au sol, comme ça. C'est plutôt efficace. Ils ont aussi reconstitué des habitats terricoles, donc avec de la terre, pour ces fameuses abeilles sauvages qui nichent dans le sol. Beaucoup d'espèces de pollinisateurs qui nichent dans le sol, qui font des petits trous, qui sont solitaires. Ils ont multiplié ça en réseau dans la ville, donc pour créer une trame de pollinisateurs sauvages. Ça aussi, c'est un clin d'œil à la dernière conférence de Francis Allais. Ici, vous avez les résultats d'un doctorant de l'UPMC à Paris qui montre, qui a fait des études sur la capacité de stockage de carbone par les arbres dans les villes. Donc il montre clairement, vous le voyez sur ce graphique, que ce sont les vieux arbres, les plus vieux, les plus gros, qui stockent le plus de carbone. Et donc quand on parle de changement climatique, et de préservation de la nature en ville, avant tout c'est préserver les arbres existants et ceux qui sont les plus vieux. Voilà, et ça moi je le montre tout le temps aux aménageurs quand on a des projets, parce que la recette d'un aménageur c'est d'abord tout raser, faire propre, et après on replante plein d'arbres. Il y en a toujours plein, il y a plus d'espaces verts qui sont prévus qu'initialement, seulement c'est que des nouveaux espaces verts, jeunes, et ils ne choisissent pas forcément les bonnes espèces, alors que les gros arbres qui étaient là stockaient beaucoup plus de carbone. Trame bleue, ici vous avez des opérations de renaturation. Alors ici donc pour la Seille, il y a un projet de renaturation, et là je vous montre deux exemples en Ile-de-France, parce qu'on est dans des milieux très urbains, et c'était assez intéressant. Vous avez la réouverture d'un cours d'eau qui s'appelle la Bièvre à Massy, donc là on est sur une petite portion sur 100 mètres, hein, c'est pas très gros, et à côté à Sarcelles, donc une ville très urbaine, en zone inondable, a réouvert 800 mètres d'un cours d'eau qui s'appelle le Petit Rhône. Donc sur 800 mètres, ils ont enlevé les canalisations, reméandré, refaçonné les berges, végétalisé, créé des habitats, et donc ça donne ça aujourd'hui. J'ai pas l'avant l'après, mais sur la première oui, sur la deuxième non.
Et c'est hyper utile, alors déjà pour améliorer le cadre de vie, mais surtout ça marche pour la réception des eaux de pluie. Ça fonctionne aujourd'hui. Bon, c'est des projets coûteux qui ont nécessité des subventions, notamment de l'agence de l'eau, mais ça paye au final en termes de gestion sur le long terme. Pour la SEI, je voulais juste préciser, parce que c'est intéressant quand même pour le public ici, que la renaturation a eu lieu sur 4 km. Donc c'était quand même un très très gros projet. C'est énorme, 4 km. Trame brune, pour ceux qui vivent dans le sol, hein, parce que c'est vrai qu'on parle facilement de trame verte, de trame bleue, parce que tout ça c'est en surface et qu'on le voit. Et pourtant, sous nos pieds, il y a encore plus de vie que ce qu'il y a au-dessus, et c'est tout aussi essentiel. Et donc il y a aussi l'importance de préserver les sols en ville, et on parle de plus en plus de trame brune, de continuum entre les sols urbains. Alors j'ai un collègue qui a dessiné un ancien collègue qui a fait ce dessin, j'ai trouvé qu'il était assez parlant, parce que j'arrivais pas très bien à expliquer le concept de trame brune. Oui, mais où est-ce que les sols sont joints, etc. Et là, effectivement, dans le cas d'un alignement d'arbres, c'est pas seulement les arbres en surface qui sont importants, mais aussi la largeur de leur fosse, ou le fait de ne pas avoir de fosse du tout pour pouvoir se déployer tout du long. Et petite anecdote, en bas, la photo d'en bas, c'est à Lille, encore une fois, où ils ont fait un lombriduc pour permettre aux lombriques de se déplacer. Alors, je ne vous assure pas de l'efficacité de l'aménagement, surtout que c'est sous un passage cycliste, donc les sols sont quand même un peu tassés, mais comme vecteur pédagogique, c'est hyper utile. Quand les gens passent là, il y a un panneau, ici un lombriduc, préserver des lombriques, pour faire passer ce message de l'importance de ce qu'il y a aussi sous nos pieds. Si on descend un peu à l'échelle des quartiers, énormément de choses à faire. Alors juste, je reviens sur celle-là. Ça, c'est une photo que j'ai prise en Suisse, dans une ville qui s'appelle Dietikon. Et j'avais vu ce projet, j'avais entendu parler de ce projet sur Internet. Je me suis dit, il faudrait que j'ai l'occasion d'y aller un jour, et j'ai eu l'occasion d'y aller. Et en fait, c'est assez hallucinant. Donc, c'est un architecte qui a fait ça. Ça s'appelle les Earth Houses, les maisons de terre. On dirait des maisons de hobbits, troglodytes. Des films de Harry Potter, et ce sont des maisons donc, qui sont quasiment enfouies sous la terre. En tout cas, il y a un toit végétalisé qui fait plus d'1 mètre de profondeur partout. Et donc j'ai trouvé ça assez fascinant. Alors c'est pas reproductible partout, évidemment, ça a coûté cher, mais ça fonctionne bien aujourd'hui. Vous avez un bassin central, en fait, qu'on voit un peu là, qui récupère toutes les eaux de pluie, qui ont d'abord été absorbées par les toits, et puis ensuite qui ruissellent, comme ça. Et alors les gens en ont marre qu'on aille visiter ce truc, ce qui est compréhensible, mais ça fonctionne bien. Et si vous tapez Earth Houses Dietikon Suisse sur Google Earth, vous regardez, mais c'est marrant, vous voyez rien. Elles sont complètement intégrées au paysage. C'est très difficile à voir. Là, on est à Rennes, où ils ont mis en place dans les nouveaux écoquartiers, alors le bâti n'est pas très végétalisé, mais le reste autour est bien préservé, des noues géantes. Là, c'est tout un espace vert, anciennement friche, qui a été laissé tel quel, et un peu aménagé pour le passage, et qui sert de réceptacle aux eaux de pluie. Donc ces aspects sont quand même assez nouveaux et plutôt plaisants d'écoquartiers, où on avait l'habitude du trait minéral avant. Et c'est de nouveaux espaces à vivre en ville. Ici aussi, c'est le même écoquartier, à la Courrouze, à Rennes, donc avec ces fameuses dalles enherbées, ou pavés drainants, qui laissent pousser et qui permettent à l'eau de s'infiltrer. Là, on est à Caen, un exemple de rénovation du tissu urbain existant. Déjà, c'est vrai que quand on hérite de la ville, il est difficile parfois de renaturer, de revégétaliser. Et dans certains cas, on peut réouvrir les bords de trottoirs, réouvrir les bords de maisons pour replanter. Et il y a de plus en plus de villes qui font ça dans un cadre participatif avec les habitants. Et donc là, on est à Caen, où à la demande des habitants, la mairie met à disposition des outils permettant de réouvrir les bords de route. Et les habitants replantent. Donc c'est assez intéressant en termes d'apport nouveau de nature en ville dans des quartiers qui étaient très minéraux. Et alors ça se fait à plein d'endroits aujourd'hui. Ici, voilà, c'est à Rennes encore. Rennes, je crois qu'ils ont ouvert plus de 50, voire plus, kilomètres de bords de maisons et de bords de voiries, de trottoirs pour revégétaliser. Donc ils ont une opération qui s'appelle Végétalisons nos murs,
qui est aussi de la mairie, avec de multiples guichets. Toute bonne volonté est à prendre dans ce genre de ville pour renaturer. Voilà. Alors les gens plantent ce qu'ils veulent, évidemment, ils vont tout le temps planter des espèces locales, ils plantent ce qu'ils veulent, mais c'est déjà ça. Ici, on est à Montpellier. Alors oui, c'est vrai qu'on parle de plus en plus de désimperméabilisation. On a tellement bétonné les rues imperméabilisées qu'aujourd'hui, il y a des projets de désimperméabilisation, retirer le bitume. Là, c'est à Montpellier, dans une cour d'immeubles, une désimperméabilisation et végétalisation participative avec les habitants, et notamment les enfants. Donc ça les a mobilisés un bon bout de temps, et puis ça leur permet de se réapproprier l'espace. C'est aussi intéressant de faire ça en lien avec les citadins. Même exemple, je vous disais, ça se fait un peu partout maintenant, là c'est au Havre. Au Havre, dans le quartier d'Anton, donc qui est un quartier assez pauvre, un quartier assez défavorisé, où une asso a pris le dessus et a réalisé des opérations avec les habitants de revégétalisation. Ça transforme quand même nettement le paysage. Entre les rues végétalisées et celles qui ne le sont pas, c'est bien plus agréable à vivre. Là on est, tiens, on parlait des hérissons, et cet exemple il en parle un peu. On est dans un nouvel écoquartier à Rissorangis, dans le 91, dans l'Essonne, en Ile-de-France. Et j'ai réalisé l'expertise écoquartier de ce dernier, et ce qui était frappant, c'est qu'il n'y a pas de grillage dans cet écoquartier, il n'y a pas de muret, il n'y a pas de séparation entre l'espace public et privé, en fait. Ce qui est une première, hein. Franchement, réussir dans les projets d'aménagement de bâtiments neufs, de ne pas mettre de grillage entre les gens, pas mettre de grillage entre l'espace public et privé, je trouve que c'est une première. Et ils sont en train, ou ils vont faire des suivis de la biodiversité. Et là, ce serait marrant de regarder si les hérissons peuvent se déplacer. À mon avis, oui, parce qu'en plus, ils sont en continuité avec un espace boisé et un étang. Et donc, ce serait intéressant de voir si la faune peut se déplacer. Donc évidemment, nature en ville, c'est avant tout des espaces verts, gérés de façon écologique. Gérer de façon écologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans pesticides d'abord, et ensuite de manière moins fréquente. Alors j'avais eu un prof qui est d'ailleurs est du coin, il me semble, Jean-Claude Génoux, qui est naturaliste au parc des Vosges, pas très loin. Il est venu pour une conférence ici. Voilà, bon, super. Et lui, il m'avait marqué parce qu'il disait notre problème avec la nature, c'est qu'on a la gestionnite aiguë. C'est qu'on veut toujours gérer, quoi qu'il arrive, il faut gérer, il faut tondre, il faut remplacer, il faut arroser, etc. Et en fait, les naturalistes expliquent que non, la nature n'a pas besoin d'être gérée. On la gère par rapport à nous et par rapport aux usages. Et toutes les démarches de gestion écologique des espaces verts vont dans ce sens aujourd'hui. On gère moins fréquemment, beaucoup moins souvent, voire pas du tout à certains endroits. Et la nature s'en porte beaucoup mieux. Donc ici, c'est des photos ici c'est à Lille encore une fois, mais on le voit partout ailleurs, où on laisse des espaces plus ensauvagés, et d'autres pour le cheminement, pour s'asseoir, pour pique-niquer, on les tombe. Mais on fait pas ça, on n'applique pas ça sur tout l'espace. C'est le principe de la gestion différenciée. D'autres images, voilà le type de paysage, d'espace vert qu'on voit aujourd'hui. Alors il faut expliquer, j'ai mis celle-là parce qu'il y a un panneau, et que justement, c'est peut-être le cas à Metz, mais vous recevez peut-être encore des lettres à la mairie qui disent qu'est-ce qui se passe, cet endroit-là n'est pas fauché. Oui, parce qu'on a aussi la gestion différenciée. Voilà. Voilà. Et on met un temps à accepter d'avoir ces espaces verts, et pour certaines personnes, c'est difficile à accepter. Nous, on a entendu qu'est-ce que vous faites avec mes impôts, si vous gérez plus, qu'est-ce qu'on en fait, etc. Alors que c'est aussi une manière de transformer l'emploi et de relocaliser les ressources à autre chose, plus de temps passé sur les espaces verts qu'à acheter des produits, par exemple. Mais il faut communiquer. Et la clé, on anime un label qui s'appelle le label Éco-Jardin. Et une des clés de la réussite, c'est de communiquer auprès des habitants et de leur faire comprendre pourquoi. Voilà d'autres astuces. Ici, typiquement, une gestion différenciée avec un espace tondu, là où les gens font du foot et pique-nique, puis un espace de prairies fleuries, là où on peut le faire. Alors, il y a eu cette mode des prairies fleuries à tout va, de marques, je ne sais plus quelle marque, etc. Bon, on y revient un peu, c'est comme les ruches, en se disant que c'est des semences qui viennent de l'autre bout de la planète, de Chine, qui sont des variétés horticoles avec de la pollution génétique, etc. Donc ça revient un temps. Maintenant, le mieux, c'est aussi de tolérer le spontané, ce qui pousse un peu tout seul.
Là aussi, des choses, pour montrer des photos, des choses qu'on ne voyait pas il y a quelques années dans les villes, mais à Bergerac, à Genève, à Lille, encore une fois, où on laisse les arbres sur pied, parce que ça constitue des habitats pour pas mal d'espèces. Les pivers, on s'en doute, les chauves-souris dans certains cas, les insectes sous l'écorce. Et ça aussi, moi, quand j'ai commencé à bosser avec des villes, je ne me doutais pas à quel point ça pouvait poser problème de laisser un truc comme ça. Là, c'est tout de suite, il y a même une asso qui se monte pour empêcher le projet. Donc espace vert, d'autres choses qu'on voit comme ça, comme le pâturage en ville, ça se voyait pas trop, mais réintégrer l'animal en ville a aussi un intérêt, hormis l'aspect récréatif, parce que c'est des tondeuses gratuites, tout simplement, et pour moins gérer. Et ça plaît aux enfants, généralement. Il y a aussi même le rôle de l'incorporation des fesses dans les sols qui permet de refertiliser, et c'est non négligeable. Donc aussi le genre de choses que les collectivités plébiscitent de plus en plus. Dans une ville, ici, en bas à gauche, c'est à Bagnolet, une ville francilienne. Il y a même un berger urbain employé par la mairie. Donc, la ville a un berger urbain, il fait tous les espaces verts de la ville. Même dans les écoles, il rentre avec ses chèvres et ses moutons. Les enfants sont là, ouais, super. Donc, ça fonctionne. Des mares aussi, on en voit de plus en plus. Alors ça, c'est le truc en France, les mares, attention là aussi. Hein. Attention, ça plaît pas, les enfants vont se noyer. C'est ce que j'entends souvent. Bon, vous avez des mares, par exemple, en Allemagne, par exemple, aux Pays-Bas, Pays d'Eau, il y a des mares partout, et puis les enfants ne se noient pas parce que les parents les tiennent, les gardent, les préviennent, etc. Donc là aussi, on est sur un problème assez culturel, même s'il peut y avoir certains risques, mais mare égale habitat hyper favorable pour la biodiversité, et pas que pour les moustiques, mais pour tout un tas d'espèces. Donc ça se développe de plus en plus. Ici, à Rouen, grande mare. Agriculture urbaine, enfin cultiver en ville, ça une des façons aussi de remettre de la nature en ville, et en plus d'impliquer le citoyen. Vous allez parler de permaculture la semaine prochaine, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est vraiment le truc à la mode, l'agriculture urbaine, les gens adorent, parce que ça les implique, et je trouve ça hyper intéressant pour ça. On est extrêmement sollicité là-dessus en tant qu'écologue, et on n'arrive pas non plus énormément à se prononcer, c'est-à-dire que pour nous, il y a aussi cette différence entre biodiversité cultivée et biodiversité spontanée. Voilà. Donc moi, pour ma part, j'estime que ça a sa place au même titre que d'autres projets de nature en ville. Surtout quand les habitants ne se sentaient pas impliqués, là ils remettent la main à la terre. Et qu'après, il y a différentes façons de pratiquer l'agriculture urbaine, et qu'il faut évidemment tendre le plus vers des pratiques agroécologiques ou de permaculture, plutôt que de se retrouver, vous savez, les trucs à la mode, c'est les fermes urbaines sur le toit, les serres aquaponiques hors sol, etc., où on fait pousser des bananes qui n'ont jamais vu la couleur du sol. Bon, voilà, il y a un espèce d'élan de fuite en avant technologique qui aujourd'hui pose question, mais remet pas en cause toute la dynamique du mouvement. Là, c'est un projet où, je ne sais pas pourquoi les photos ne sont pas toutes affichées, mais c'est un mouvement aux États-Unis qui s'appelle D-Pave, retirer les pavés, qui est assez intéressant, où justement ils localisent des espaces en ville qui sont bétonnés, anciens parkings, ils en ont plus que nous. Voilà. Et puis ils retirent le bitume et ils font des jardins, souvent potagers. Et il n'y a pas qu'aux États-Unis, là c'est à Strasbourg, ville assez voisine, où aussi se sont lancés dans une vraie stratégie de désimperméabilisation de l'espace public. Et là vous avez un exemple concret avant-après, où ils ont retiré le bitume et recréé un espace vert, enfin un espace de cheminement pour les habitants. Donc c'est hyper intéressant, il y a un potentiel énorme dans les villes. Et alors évidemment, finalement on paye deux fois, quoi, là. On paye une fois pour mettre le béton et une fois pour le retirer. Il fallait le faire avant, mais ça a l'intérêt de mobiliser les habitants et de transformer le paysage. D'autres projets en agriculture urbaine, alors on pourrait mettre des photos à tout va, mais ici j'aime bien ce projet, c'est à Colombes en Ile-de-France, ça s'appelle Air Urban. Alors y compris avec un bâtiment écologique réversible construit sur pieux et en bois, mais aussi tout un jardin en agriculture urbaine construit au milieu de la cité, sur un ancien parking, et qui a permis totalement de redynamiser le tissu social local, quoi, avec des gens qui viennent cultiver, qui s'échangent les légumes, et pour ça c'est vraiment hyper bien. Dommage, la mairie a décidé de le raser et de refaire un parking. Voilà, ce qui est un peu, ça ce sera
une des conclusions de l'agriculture urbaine, c'est que c'est toujours sur des espaces temporaires, en attente d'être urbanisés, et qu'il y a vraiment un problème pour la pérennité de ces espaces-là. Et enfin, le mot de l'histoire n'est pas si dégoûtant, puisqu'il y a une autre ville à côté, Gennevilliers, qui a dit « Ah ouais, puisque c'est comme ça, vous allez faire un parking, ben nous on vous accueille ». Et ils vont les accueillir sur un ancien parking qui vont désinternaliser, etc. Voilà le turnover. Donc c'est des beaux projets, mais effectivement, essayer d'assurer leur pérennité, c'est difficile. Et on descend enfin à l'échelle du bâti. On a parlé des oiseaux tout à l'heure, mais voilà, vous avez en photo ce dont je vous parlais. La différence entre le bâti neuf, aujourd'hui, notamment les bureaux, qui est au pire des mouroirs à oiseaux, au mieux, certes, seuls quelques-uns peuvent se poser, mais il n'y a plus d'espace pour nicher, quoi. Et le bâti ancien, où là c'était le mémoire Master 2 d'un collègue qui avait fait étudier deux types d'habitat, bâti ancien, bâti neuf, par rapport à l'hirondelle et au martinet. Donc il s'était rendu compte qu'évidemment il y a une différence énorme entre les deux, quoi. Donc ça questionne directement l'architecture. Alors on peut faire des choses intéressantes, comme remettre des nichoirs sur les façades des bâtiments, intégrer des nichoirs des façades. Bon, alors là c'est à la fois l'exemple et le contre-exemple, parce que c'est une architecte qui est venue me présenter ce projet, qui était pleine de bonne volonté, et c'était hyper cool. Voilà, on a mis des nichoirs sur la façade d'un bâtiment, et j'ai montré cette photo à un pote ornithologue qui m'a dit « Ah ouais, mais là, il n'y a aucun oiseau qui va venir. Ça sert à aucun oiseau. » C'est plutôt des boîtes aux lettres que des nichoirs, parce qu'évidemment, chaque type d'oiseau a son type de nichoir, à une certaine hauteur, et c'est pas sûr qu'ils viennent, même si on cible les bons oiseaux, etc. Voilà, donc juste le message là derrière, c'est qu'on a toujours besoin d'une expertise écologique, d'un diagnostic avant les projets. On le recommande toujours. Faites venir une association naturaliste, faites venir des naturalistes ou écologues à leur compte. C'est pas le plus cher du projet, ils passent du temps et puis ils seront capables de dire bah, tiens là c'est du gobe-mouche qui passe, ou c'est l'hirondelle, etc. Il faut mettre tel type de nichoir à telle hauteur. Voilà. Et les solutions ne manquent pas. Je reviens à l'image après, mais juste pour finir sur les nichoirs, les solutions ne manquent pas. Il y a tout type de nichoirs adaptés aux bâtiments qui sont facilement, techniquement, c'est faisable. Et les assos sont vraiment là pour aider. Donc ça, il n'y a pas de problème. Il y a des projets où c'est encastré directement dans les murs. Voilà, ça marche bien. Et on peut le faire en évitant les ponts thermiques, hein, pour ceux qui se soucient de l'isolation des bâtiments. Oiseaux, ça concerne aussi les insectes. Alors ce projet, c'est juste pour... j'ai trouvé ça assez innovant par des architectes. Le bâtiment à gauche, c'est la Bourdonnerie à Dijon. Donc, un nouveau bâtiment qui possède un mur, vous le voyez, qui est rempli d'hôtels à insectes, en fait, avec des tiges creuses, avec différents types de matériaux et de structures. Et bon, je ne sais pas si ça fonctionne encore, parce qu'il n'y a pas l'air d'avoir grande végétation autour, c'est neuf, mais c'est aussi une idée innovante pour accueillir les pollinisateurs sur le bâti. Et oui, chauve-souris, je voulais montrer cet exemple qui nous vient d'un bureau d'études dans le sud de la France, et là c'est un projet qu'ils ont fait à Sisteron, dans le 04, où ils ont effectué une rénovation thermique d'un collège, et lors de l'opération de rénovation thermique, ils se sont rendus compte qu'il y avait une population de 2000 chauves-souris dans le bâtiment, donc des molosses de Cestonie, cette espèce. Et ils étaient bien embêtés, et donc ils ont fait appel à des naturalistes. Là c'est le bureau d'études Azélia, je ne sais plus. Et ils sont venus, et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un diagnostic écologique, ils ont regardé les traits de vie de l'espèce, ils se sont rendus compte qu'entre janvier et février, les chauves-souris n'étaient plus là, donc ils ont prévu les travaux entre janvier et février, ils ont fait les travaux, et puis ils ont fait ce nouveau bardage en bois, en remplacement de l'ancien, en prévoyant un interstice pour les chauves-souris qui ont besoin de 2-3 cm pour venir se loger, et des rainures derrière le bois pour pouvoir s'accrocher. Ils ont même breveté le nouveau matériau qu'ils ont inventé. Et donc ils ont fait, enfin le message que je veux faire passer ici, c'est qu'on peut aussi faire d'une pierre deux coups sur la rénovation des bâtiments et la préservation de la biodiversité. Rénovation thermique et préservation de la biodiversité. Parce que dans les médias, on nous bassine aujourd'hui, enfin ils ont raison, mais on nous bassine avec rénovation thermique des logements, il faut isoler mieux, il n'y a que des passoires thermiques, etc. Mais on s'arrête là, sans parler de quels matériaux on utilise.
voilà, et de deux, de comment on fait pour accueillir les espèces. Voilà. Donc cet exemple-là, il était cool pour ça. D'autres nichoirs, ici à Hirondelle, il y en a très souvent. À Lille aussi, d'autres types de nichoirs intégrés directement au bâti. Toitures végétalisées, allez, je finirai là-dessus. Dernier mot sur les toitures végétalisées, parce que c'est vrai que c'est un sujet également en pleine vogue, hein, et une des façons de contribuer à restaurer la nature en ville sur le bâti et sur le bâti existant. Il y a pas mal de potentiel en ville aussi. Dans une ville comme Paris, il y a eu une étude qui montrait qu'il y a plus de 80 hectares de toits plats disponibles pour éventuellement accueillir de la végétalisation. 40 si on compte les toits de plus de 200 mètres carrés. C'est énorme. C'est un peu la 5e surface sur laquelle, quand on ne peut plus végétaliser sur la voirie, mais il reste les toitures. Donc c'est aussi une option intéressante. Seulement, quand vous lisez les plaquettes des fournisseurs des toitures végétalisées, alors tous vous disent que c'est la solution miracle, hein, ça va stocker de l'eau, ça va stocker du carbone, ça va attirer la biodiversité, etc. Sauf qu'on se rend compte qu'il y a des différences énormes entre les types de systèmes. Les systèmes les plus industrialisés, c'est comme pour les espaces verts, hein, du gazon au jardin en gestion différenciée, il y a tout un gradient de bénéfices écologiques. Pour les toitures, c'est pareil, du système précultivé sur Pouzzolane avec une seule espèce de sédum arrosé à un système un peu comme celui-là qui n'est pas souvent géré, ça ressemble plus à une prairie qu'à une toiture végétalisée industrielle. On passe du simple au double quoi, en termes de gains. Donc on est en train de faire une étude là-dessus pour essayer de le prouver, où effectivement, moi quand je vois ça, je me dis, bon, c'est de la toiture végétalisée, mais ça n'a pas l'air d'avoir grand intérêt. Ici, vous avez ce qui se vend à 95% en France. C'est-à-dire que si on n'est pas exigeant sur le cahier des charges, on a ça, des caissettes précultivées, assemblées sous serre, avec de l'arrosage automatique intégré. On a 2-3 espèces de milieu méditerranéen qui résistent bien à la sécheresse, mais en plus ils arrosent, ce qui est un peu paradoxal. Des sédums, des espèces de sédums, les orpins. Voilà, et puis ça donne ça. En plus, c'est rouge en été, si c'est pas arrosé, donc c'est pas très esthétique et ça n'a pas un grand intérêt écologique. Alors que il y a de plus en plus d'acteurs qui sont quand même exigeants sur la qualité des toitures végétalisées, c'est-à-dire essayer de reproduire des écosystèmes à caractère plus naturel. Comme ici, effectivement, il y a juste à tourner la tête pour voir que cette terrasse végétalisée, elle ressemble plus à un jardin en gestion écologique qu'à un système préfabriqué. Voilà. Et donc, en Ile-de-France, on s'est mis en tête, on s'est dit, allez, on va monter sur les toitures, on a eu la chance de pouvoir faire ça. Et on a sélectionné 30 toitures végétalisées entre Paris et la Petite Couronne, et on va sur chacune d'entre elles faire des inventaires botaniques, faire des inventaires des insectes et des arthropodes, regarder les oiseaux, etc. On a tout un protocole, toute une liste de protocoles, avec chacun le sien. Et puis on compare comme ça les toitures, et on va essayer d'évaluer leur contribution à la biodiversité. Donc ici on est sur une toiture à Paris, vous voyez, ça ressemble à une prairie fleurie. On est sur 30 à 40 cm de profondeur. Donc on ne peut pas mettre ça partout, ça dépend de l'importance des toits. Mais en dessous de 10 cm, on a des difficultés à avoir un sol qui ressemble à un sol naturel. Là aussi, sur une autre, là je suis avec mon collègue, on fait aussi des analyses de sol. Donc sur chacune des toitures, on va faire des prélèvements. Et on mesure la concentration en polluants, métaux lourds, on va aussi envoyer des échantillons à l'INRA pour qu'ils regardent l'état des bactéries, des micro-organismes, de l'ADN dans les échantillons, pour voir si les sols sont fertiles. La capacité de rétention d'eau, parce qu'on l'a vu pour le changement climatique, c'est intéressant de regarder ça aussi. Et voilà, donc on fait de la recherche et tout en s'amusant bien sur les toits, parce que c'est un domaine qui n'est pas très connu. Et là aussi, voilà, ce type d'aménagement-là, qui plus est ici, au bout de quelques années, part en décrépitude, n'est pas très intéressant pour la biodiversité. Alors en plus j'ai mis cette photo, moi je remarque en montant sur plusieurs toitures que celles qui sont vendues avec plein de couches différentes de textiles, de géotextiles, de géomembranes, etc. Au bout de 10 ans, même pas, ça part tout en filament et ça se retrouve partout sur la toiture, donc c'est de la pollution pour rien. Voilà, donc bien faire attention dans le cahier des charges. Voilà, une autre ici, j'avais quelques photos, une toiture là on est à Thoiry, dans les Yvelines.
Ce que j'ai aimé, c'est la continuité entre le bâtiment et la prairie qui est en dessous, et le paysagiste, Philippe Pégère, qui travaille extrêmement bien sur ce sujet des toitures végétalisées, a voulu reconstituer sur le toit le milieu qu'il y avait en bas. C'est finalement le plus intelligent à faire. Puis y compris, il a rajouté des petits éléments comme du bois mort, même une mare sur une des toitures. Nous on le voit, hein, les toitures où il y a du bois mort dessus, c'est celles où il y a le plus d'insectes. Vous avez qu'à soulever, et puis c'est des habitats hyper intéressants. Donc ça marche aussi sur le toit des bâtiments. Et voilà, ici, là on est dans le sud, à Bel-Air, où là, on a une toiture qui est reconstituée, qui a un aspect méditerranéen. Et c'est bien ça, la végétalisation en ville, que ce soit sur les bâtiments ou dans les rues, doit correspondre au climat local, aux espèces qu'on trouve localement. Et sur ces toitures végétalisées, jusqu'à présent, vous voyez, elles se ressemblaient toutes, qu'on soit à Dunkerque ou à Marseille. Donc il y avait un problème. Ici, j'ai mis cet exemple parce qu'il est assez fascinant aussi en Ile-de-France, qui est un bâtiment fait par les architectes Chartier d'Alix, qui s'appelle l'école de la biodiversité d'ailleurs, et ils ont carrément fait une forêt sur le toit du bâtiment. Bon là c'est particulier, on est sur un truc en béton, en dur, avec une très forte portance, mais ils se sont amusés à reconstituer un milieu boisé sur le toit et une prairie, donc il y a deux espaces, la prairie puis après le milieu boisé. Et c'est hyper intéressant dans un quartier qui est très minéral, comme bâtiment qui va devenir en quelque sorte un nouvel habitat pour des espèces, quoi. Et y compris les murs, vous voyez en bas à droite, ils ont laissé dans les murs, ils ont fait des blocs de béton spécifiquement pour laisser des encoches pour la végétation, des trous, des infractuosités, et ils ont laissé faire. Puis il y a des espèces qui poussent spontanément, il y a certaines qui ont été plantées, d'autres qui poussent spontanément. Et j'ai une collègue qui a fait un inventaire, une botaniste, elle est allée sur le toit, et au début ils avaient planté 44 espèces, 44 plantations, ils ont laissé, au bout d'1 an ou 2 ans je crois, elle est allée, elle a trouvé 114 espèces. Donc elle a 70 qui sont arrivées spontanément. Et c'est ça aussi la biodiversité, c'est la capacité d'un bâtiment à s'auto-coloniser, enfin, à être colonisé naturellement par la nature. Voilà, donc un beau projet ici. Au niveau des racines, des ligneux, ça pose pas trop de problème? Là non, parce que c'est une méga structure, bon, après on peut questionner le béton, etc. Mais ça fait 1,50 m là où il y a les arbres. Donc il y a une super couche d'étanchéité, une membrane résistante, et puis il y a 1,50 m, donc ça va pas poser de problème, généralement. Sur les autres toitures, ouais, quand on n'a que 30 cm, il y a un entretien à faire. Alors, généralement, il n'y a pas beaucoup d'entretien sur les toitures, mais un passage ou deux par an pour enlever les ligneux. Il y a des tendances, les érables par exemple, ils colonisent assez facilement ces milieux-là, donc il faut les arracher. Voilà notre projet. Celui-là, je l'ai trouvé marrant et ambitieux. En fait, c'est pas un mur végétalisé, c'est pas un toit végétalisé, mais c'est un bâtiment fait par un architecte italien qui s'appelle Luciano Pia, qui s'appelle 25 Verdé à Turin, où il a intégré du végétal et notamment des arbres à l'édifice et à l'ensemble des appartements. Et ce qui est intéressant ici, parce qu'il y a beaucoup de projets qu'on voit comme ça qui sont un peu greenwashing, où il y a des immeubles arbres, des bâtiments arbres, etc. Là, ce qui est cool, c'est qu'il l'a fait d'une part en lien avec les habitants, savoir ce qu'ils avaient envie d'avoir comme type de végétation, choisir plutôt de la végétalisation locale, et puis c'est eux qui gèrent les bâtiments des habitants. C'est eux qui gèrent derrière l'arbre, qui taillent quand ils en ont envie, pour laisser plus ou moins de lumière, etc. Donc ça a été fait avec des gens dans un quartier qui est hyper minéral. Vous tapez 25 Verdé, pareil sur Google, vous regardez les photos, autour, c'est le néant vert. Et il y a ce truc, qui est un havre de verdure au milieu des bâtiments anciens. Et puis, il n'y a pas beaucoup d'eau qui est consommée, c'est de la récupération d'eau de pluie, etc. Donc c'est un projet assez bien fait. Puis voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé. Et je voulais finir sur un projet assez innovant, assez porte-étendard. Voilà, je crois qu'on a besoin aussi, pour les architectes notamment, qui commencent à peine enfin, pour certains, à s'intéresser à ces questions de nature en ville, de projets porte-étendard qui donnent envie. Ça, et sur la photo, enfin, on a invité cet architecte et il donnait vraiment envie quand il a expliqué la genèse du projet. Et je trouve que ça a belle gueule, le rendu final. Voilà, je vous remercie.